Je m'arrête dans la bande d'arrêt d'urgence si je fais un malaise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un de mes passagers fait un malaise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors forcément, si je fais un malaise, c'est vraiment une situation d'urgence, donc je m'arrête bien dans la bande d'arrêt d'urgence. Mais je m'arrête également dans la bande d'arrêt d'urgence si un de mes passagers fait un malaise pour pouvoir lui porter secours le plus rapidement et pouvoir aussi alerter les secours avec mon téléphone. Les bonnes réponses étaient la A et la C. Je rencontrerai un cédé le passage dans 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rétrograde en deuxième pour économiser du carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors on a un panneau céder le passage avec un panonceau juste en dessous où c'est marqué stop 50 mètres. Ça signifie que dans 50 mètres, je vais rencontrer un stop et pas un céder le passage. Donc dans 50 mètres, il va falloir que je cède le passage aux autres usagers et il va falloir que je marque l'arrêt avant la ligne de stop. Est-ce qu'il faut que je rétrograde en deuxième pour économiser du carburant? Et dans cette situation, à l'approche d'un stop, il faut rétrograder en première pour marquer l'arrêt du véhicule avant le stop, sans devoir appuyer brusquement sur la pédale de frein. Donc les bonnes réponses étaient la B et la D. Je peux stationner sur cet emplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cet emplacement, ces zigzags jaunes, il nous indique un arrêt de bus. Donc forcément, sur un arrêt de bus, je ne peux ni stationner ni m'arrêter. Le stationnement sur cet emplacement est passible d'une amende de 135 € et je risque également que mon véhicule soit immobilisé à la fourrière. Donc les bonnes réponses étaient la B et la D. En période probatoire, une seule infraction commise la première année peut me faire perdre mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tant que jeune conducteur, la première année, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire. Il y a plusieurs infractions dans le code de la route qui peuvent faire perdre 6 points d'un coup, comme un excès de vitesse qui serait supérieur à 50 km/h ou un refus de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie ou de stupéfiants. Donc c'était oui, réponse A. Ce voyant fait référence aux feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je les allume la nuit hors agglomération sur chaussée non éclairée. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, il s'agit bien du voyant des feux de route. On le reconnaît par sa couleur bleue. C'est le seul voyant de couleur bleue. Qui concerne l'utilisation des feux de route, on les utilise uniquement la nuit. Leur utilisation est interdite de jour. Donc on les utilise la nuit, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, lorsque la chaussée n'est pas éclairée. Donc si la route est éclairée, on n'utilise pas les feux de route. À ce moment-là, on va utiliser les feux de croisement. Et dans le cas où il n'y aurait pas d'éclairage, on utilise les feux de route. Les bonnes réponses, c'était la A et la C. Titulaire d'un permis BEA, boîte automatique, je pourrais conduire une voiture à boîte manuelle une fois la période probatoire terminée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Suite à l'obtention du permis de conduire après avoir réussi l'examen en ayant roulé avec un véhicule à boîte automatique, mon permis de conduire me permettra uniquement de rouler avec des véhicules à boîte automatique. Et ça, c'est valable sur toute la durée de validité du permis de conduire, pas uniquement pour les 3 ans de période probatoire. Comment fait un titulaire du permis BEA pour pouvoir conduire des véhicules à boîte mécanique? Il n'a pas besoin de repasser l'examen du permis de conduire avec un véhicule à boîte mécanique. Il faut uniquement qu'il fasse un stage passerelle de 7 heures pour apprendre la conduite de véhicules à boîte mécanique. Donc c'était non, réponse B. Dans cette voie, quels usagers peuvent circuler dans les deux sens de circulation? Les motards, réponse A. Les cyclistes, réponse B. Les cyclomotoristes, réponse C. Les automobilistes, réponse D.
On remarque qu'on est dans une voie à sens unique. On voit également qu'il y a une bande cyclable dans le sens inverse de la circulation. Donc les cyclistes peuvent circuler dans le sens inverse de la circulation dans la bande cyclable, mais ils peuvent également circuler en toute légalité dans ce sens de circulation. La bande cyclable, dans ce cas-là, permet aux cyclistes de circuler dans le sens inverse de circulation, mais elle interdit en aucun cas aux cyclistes de circuler dans le bon sens de circulation en dehors de la bande cyclable. Évidemment, aucun autre véhicule ne peut circuler dans les deux sens. La bonne réponse était la B. Je prends 2 secondes pour te parler du permis libre qui va te permettre d'obtenir ton code en moins de 2 semaines sans te casser la tête grâce à des tests officiels du code de la route conformes à la dernière réforme, expliqués de manière simple et détaillée. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. En ce moment, il y a une grosse promo sur les packs. Donc, si tu prends le pack qui va regrouper toutes les ressources pour réviser le code avec les tests officiels, justement, plus l'examen au code de la route, ça va te coûter seulement 44 €, sachant qu'en temps normal, l'examen au code de la route coûte automatiquement minimum 30 €. Donc, c'est une bonne affaire. Et même si tu veux essayer aussi pour passer le permis avec le permis libre, tu peux même prendre le pack révision pour le code de la route, plus l'examen, plus même 1 heure de conduite découverte pour seulement 65 €. Il faut savoir que le permis libre, c'est une auto-école en ligne. En moyenne, c'est environ 30 à 40% moins cher que les auto-écoles classiques. Donc, si tu veux passer ton code et même ton permis, si tu veux, en tout cas, si tu veux passer ton code en moins de 2 semaines, ça sera le premier lien en description. Et nous, sans plus attendre, on enchaîne sur la prochaine question. L'ordre de passage est le suivant. A, B, C, réponse A. B, A, C, réponse B. B, C, A, réponse C. Donc le premier véhicule prioritaire sur les 2 autres, dans ce cas-là, c'est assez simple puisqu'on a 2 véhicules qui ont un stop, donc ils vont devoir marquer l'arrêt et céder le passage à la voiture bleue. Donc la voiture bleue est prioritaire, elle passe en premier. En ce qui concerne la voiture orange et la voiture rouge, la voiture A et la voiture C, lequel des deux va être prioritaire sur l'autre, sachant qu'ils vont tous les deux dans la même direction. Si le véhicule C tourne à gauche, le véhicule A va se retrouver sur sa droite, donc le véhicule A est prioritaire sur le véhicule C. Donc l'ordre de passage, c'était B, puis A, puis C. C'était la réponse B. Ce voyant vient de s'allumer. Je continue jusqu'à la prochaine station essence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête immédiatement sur le bas-côté à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut savoir que les voyants de couleur jaune qui peuvent s'afficher sur le tableau de bord pour indiquer un problème n'implique pas un arrêt immédiat. Ce voyant indique un faible niveau de carburant. Par contre, au moment où il s'allume, il faut savoir qu'il reste au véhicule une autonomie d'au moins 50 km. Donc j'ai le temps de continuer et de me rendre sans danger à la prochaine station essence. Les bonnes réponses étaient la A et la D. Dans cette voie, en tant que jeune conducteur, je peux rouler à 60 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Donc là, on circule sur la voie de gauche sur autoroute. La vitesse est limitée à 110 km/h. Je suis un jeune conducteur, donc la vitesse m'est limitée à 100 km/h sur les portions d'autoroute qui sont limitées à 110 km/h. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Les conducteurs en période probatoire sont limités à 110 km/h lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h sur autoroute et ils sont limités à 100 km/h lorsque la vitesse est limitée à 110 km/h. Maintenant, il y a une petite particularité concernant la voie de gauche sur autoroute. Il y a une vitesse minimale fixée à 80 km/h puisque la voie de gauche, c'est une voie de dépassement, donc on l'emprunte uniquement pour dépasser un ou plusieurs véhicules et ensuite on se rabat sur la voie de droite. C'est pour ça qu'il y a une vitesse minimale en ce qui concerne la voie de gauche. Donc concrètement, dans cette situation-là, en tant que jeune conducteur sur la voie de gauche, je vais pouvoir rouler entre 80 km/h et 100 km/h. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la C. Je transporte une personne de 19 ans qui n'est pas attachée. En cas de contrôle, je risque une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B.
je risque un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je transporte un passager qui a plus de 18 ans, donc une personne majeure, cette personne sera responsable d'un point de vue de la loi pour le port de la ceinture et en cas de contrôle, c'est elle qui risquera l'amende et non pas le conducteur. C'est l'inverse dans le cas d'un passager de moins de 18 ans, d'un passager mineur, ça sera le conducteur qui sera responsable et qui recevra l'amende. En ce qui concerne l'amende, elle est bien à 135 €. Et dans cette situation, encore une fois, ce sera le passager qui devra payer l'amende. Donc en tant que conducteur, je ne risque aucun retrait de points non plus, ni même pour le passager majeur qui n'aurait pas mis sa ceinture, puisque cette infraction ne fait pas perdre de points sur le permis de conduire. Les bonnes réponses étaient la B et la D. Un incendie vient de se déclarer dans le tunnel. Je continue tout droit pour sortir du tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête immédiatement et j'abandonne mon véhicule en laissant les clés à l'intérieur. Oui, réponse C. Non, réponse D. La procédure d'urgence lorsqu'on circule dans un tunnel, elle est claire. Il faut s'arrêter immédiatement, enfiler rapidement le gilet de haute visibilité, laisser les clés à l'intérieur du véhicule, puis ensuite sortir et rejoindre le plus rapidement possible l'issue de secours la plus proche. Les issues de secours dans un tunnel sont indiquées avec des panneaux verts et elles ressemblent à ça. Les bonnes réponses étaient la B et la C. Conducteur en période probatoire, sur cette voie, je peux rouler à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur cette voie, je peux rouler à 70 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Hors agglomération, lorsque la vitesse est limitée à 80 km/h, en tant que conducteur en période probatoire, la limitation ne change pas, elle est également à 80 km/h. Donc ça veut dire que je peux rouler à 80 km/h, je peux rouler également à 70 km/h, rien ne m'en empêche. Donc les bonnes réponses c'était la A et la C. Je cède les passages aux usagers venant de la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux véhicules face à moi si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vois juste en avant de mon véhicule une ligne blanche qui est une ligne de stop, donc je dois forcément marquer l'arrêt et céder le passage aux autres usagers. La voiture en face de moi a également une ligne de stop. Dans le cas où j'irai tout droit, je marquerai l'arrêt forcément au niveau de la ligne de stop. Et ensuite, je pourrai continuer tout droit sans forcément attendre que le véhicule d'en face soit passé. Puisque j'empiète pas sur sa voie, je reste dans ma voie. Dans le cas où je tournerai à gauche, là j'empiéterai sur la voie du véhicule d'en face. Et justement, en tournant à gauche, ce même véhicule, il se trouverait sur ma droite. C'est pour ça que le véhicule d'en face est prioritaire et il faut que je lui cède le passage dans le cas où je veux tourner à gauche. Les bonnes réponses sont la A et la C. Après vérification des rétroviseurs et de l'angle mort, j'actionne le clignotant et je me déporte sur la gauche pour dépasser le véhicule de devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que nous dit la signalisation concernant le dépassement ? En ce qui concerne le marquage au sol, on est en présence d'une ligne discontinue, donc a priori qui nous autorise le dépassement de n'importe quel véhicule, mais il y a également un panneau d'interdiction de dépasser. Et en présence de ce panneau, je peux ni dépasser de voiture, ni de camion, comme c'est le cas ici. Donc c'était non, réponse B. L'augmentation du rythme de mon clignotant indique que l'ampoule est neuve, réponse A. Un dysfonctionnement du clignotant, réponse B. En effet, quand on remarque qu'un clignotant clignote plus rapidement, entre guillemets, c'est lié à un dysfonctionnement du clignotant. Donc la bonne réponse était la B. Concernant le triangle de présignalisation, je dois le placer à 30 mètres en amont du véhicule, avant un virage ou un sommet de côte. Réponse A. Après un virage ou un sommet de côte. Réponse B. Dans un virage ou un sommet de côte. Réponse C. Donc le triangle de présignalisation, il faut bien penser à le placer avant un virage ou un sommet de côte pour faciliter
la visibilité pour les autres usagers, pour qu'ils puissent ensuite anticiper, adapter leur comportement. La bonne réponse était donc la A. Pour avertir de mon approche, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, je suis hors agglomération. Il faut savoir, lorsqu'on circule hors agglomération, klaxonner n'est pas interdit, comme c'est le cas en agglomération. Donc là, on est sur une route à double sens de circulation où il y a un manque de visibilité sur le virage. C'est pour ça que ça va être important de klaxonner dans cette situation pour avertir de mon arrivée, dans le cas où il y aurait un véhicule qui circulerait dans le sens inverse de circulation et qui s'engagerait aussi dans le virage. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je me place dans la voie de gauche. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Analysons un petit peu la situation. Donc dans la voie de droite qui est une voie d'insertion, on a un véhicule qui va essayer de s'insérer justement sur la voie de gauche, puisque la voie d'insertion va se terminer au bout d'un moment. Je n'ai pas obligation de faciliter le passage justement à ce véhicule. Il faut savoir que le panneau céder le passage sur la droite concerne uniquement les véhicules dans cette voie d'insertion. Par contre, par courtoisie, je peux le laisser s'insérer entre le véhicule en avant et le mien. Évidemment, je ne me place pas dans la voie de gauche puisqu'il y a des travaux. Je ne vais pas pouvoir continuer sur cette voie. Évidemment, j'accélère pas puisqu'après, je ne vais pas respecter les distances de sécurité avec le véhicule en avant. Donc, pour laisser s'insérer le véhicule à droite, je ralentis. La bonne réponse était la A. Ce conducteur risque de recevoir une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il aurait dû placer une plaque d'immatriculation supplémentaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut savoir que le fait de cacher sa plaque d'immatriculation par n'importe quel moyen, peu importe la raison, c'est une infraction passible d'une amende de 135 €. Même principe si on aurait enlevé la plaque d'immatriculation. À partir du moment où la plaque n'est pas visible entièrement, je suis en infraction. Et là, dans ce cas-là, on voit que le véhicule transporte un vélo en arrière et le vélo cache la plaque d'immatriculation. Dans ce cas-là, il aurait fallu fixer une deuxième plaque d'immatriculation sur le vélo. Les bonnes réponses étaient la A et la C. Je vais rencontrer une forte pente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule au point mort pour moins consommer de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit bien le panneau qui m'indique qu'il y a une pente de 5% à partir du panneau sur une distance de 550 mètres. Évidemment, que ce soit en pente, en montée ou en terrain plat, je ne roule jamais au point mort parce que c'est dangereux. Quand on roule au point mort, le frein moteur ne fonctionne pas. Donc le véhicule peut prendre de la vitesse sans même appuyer sur la pédale d'accélérateur. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. J'allume mes feux de route pour augmenter la visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc analysons un petit peu la situation pour déterminer si oui ou non les feux de route sont autorisés dans ce cas-ci. Donc on voit qu'il fait nuit, qu'on s'apprête à rentrer en agglomération. A priori, on n'aperçoit pas forcément d'éclairage. On se rappelle qu'on peut utiliser les feux de route uniquement en temps de nuit, en agglomération ou hors agglomération, du moment qu'il n'y a pas d'éclairage. On n'aperçoit pas forcément d'éclairage, mais il y a quelque chose d'important à prendre en compte. On le voit bien sur la photo, il y a du brouillard. Et en temps de brouillard, l'utilisation des feux de route est totalement interdite, puisqu'il y a des gros risques d'éblouissement, donc ça rend la conduite très dangereuse. Donc c'était bien non, réponse B. Pour m'installer convenablement dans mon poste de conduite, je règle en premier la profondeur du siège, réponse A, l'inclinaison du dossier, réponse B, la hauteur de l'appui-tête, réponse C, l'orientation des rétroviseurs, réponse D.
C'est important de connaître l'ordre des choses à faire pour s'installer convenablement au poste de conduite. Donc dans un premier temps, on règle la profondeur du siège, ensuite l'inclinaison du dossier, après la hauteur de l'appui-tête. Une fois que ça c'est fait et pas avant, on boucle sa ceinture et enfin, on règle l'orientation des rétroviseurs. La bonne réponse, c'était la réponse A. J'appuie sur le bouton 1 pour enlever la buée de la lunette arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on a deux pictogrammes qui représentent deux boutons qu'on peut retrouver justement sur le tableau de bord, sur lesquels on peut appuyer pour enlever la buée. On appelle ça la commande de désembuage. Et quand on appuie sur le bouton numéro 1, ça active le désembuage du pare-brise avant. Et quand on appuie sur le bouton numéro 2, ça active la commande de désembuage de la lunette arrière. Donc c'était non, réponse B. Je circule en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors oui, en temps de forte pluie, il faut circuler avec les feux de croisement. On peut également allumer les feux de brouillard avant. Là, il n'y a pas forcément besoin puisque la visibilité en avant est plutôt bonne. Mais par contre, circuler en feu de brouillard arrière lors de forte pluie est totalement interdit puisque ça éblouit fortement les usagers en arrière. Donc les bonnes réponses, c'était la A et la D. L'année qui suit l'obtention de mon permis de conduire, j'ai en conduite classique 6 points, réponse A, 8 points, réponse B. En conduite accompagnée, 6 points, réponse C, 8 points, réponse D. Que ce soit en conduite classique ou en conduite accompagnée, à partir du moment où je réussis l'examen du permis de conduire, je dispose de 6 points sur mon permis de conduire pendant une durée d'1 an. Ensuite, c'est à l'issue de la première année du permis qu'on va observer des différences entre la conduite classique et la conduite accompagnée. Donc à la fin de la première année probatoire en conduite classique, on va avoir 8 points sur le permis de conduire. En conduite accompagnée, ça sera 9. Et à la fin de la deuxième année probatoire en conduite classique, on va disposer de 10 points sur le permis de conduire. Et en conduite accompagnée, les 12 points. Donc le permis complet s'obtient en 2 ans en conduite accompagnée contre 3 ans en conduite classique. En d'autres mots, la période probatoire dure uniquement 2 ans en conduite accompagnée et 3 ans en conduite classique. Donc les bonnes réponses étaient la A et la C. Je me place dans la voie de gauche pour dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a plusieurs choses à vérifier avant d'entamer un dépassement de n'importe quel véhicule. Donc avant tout, on s'assure que la signalisation nous permet le dépassement. Là, c'est le cas, puisqu'on a au milieu une ligne discontinue. Pour entamer un dépassement, il nous faut également une bonne visibilité vers l'avant et un respect des distances de sécurité. Quand on dépasse, évidemment, on ne peut pas aller au-delà de la limitation de vitesse. Il ne faut pas faire d'excès de vitesse lorsqu'on dépasse. Une dernière chose à vérifier, pour être capable de dépasser, il ne faut pas être en train d'être soi-même dépassé. Là, c'est le cas, on peut le voir sur la photo, avec le rétroviseur extérieur gauche, on voit bien qu'il y a une voiture qui est en train de nous dépasser. Donc évidemment, je ne peux pas entamer le dépassement de ce camion. Donc la bonne réponse, c'était la B. Je suis prioritaire si je tourne à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on regarde le marquage au sol et on voit bien qu'il y a un céder le passage. Donc peu importe si je vais tout droit ou à droite, je vais devoir céder le passage aux autres usagers. Donc évidemment, je ne suis pas prioritaire si je tourne à droite puisqu'il y a le céder le passage. Et en plus de ça, il y a un sens interdit dans la voie de droite. La même chose, je ne suis pas prioritaire de toute manière si je vais tout droit puisqu'il y a un céder le passage. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la D. Je circule à 140 km/h. Je risque un retrait de 1 point sur le permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Réponse B. Une amende de 135 euros. Réponse C.
Pour un excès de vitesse de 10 km/h, dans cette situation-là, on risque un retrait de 1 point sur le permis de conduire, ainsi qu'une amende de 68 euros. Par contre, en ville, en agglomération, où la vitesse est limitée à 50 km/h, un excès de vitesse de 10 km/h, ce serait 135 euros d'amende et 1 point de retrait sur le permis. On remarque également qu'un excès de vitesse inférieur à 5 km/h n'amène pas à un retrait de points. Donc la bonne réponse était bien la A. Ce panneau indique un danger permanent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que ce panneau indique un danger permanent? Pour déterminer si un danger est permanent ou, à l'inverse, temporaire, on va regarder la couleur du fond intérieur du panneau de danger, justement. Donc là, la couleur du fond intérieur, elle est jaune, donc ça indique un danger temporaire. Les dangers permanents sont indiqués justement avec des panneaux de danger où le fond intérieur est blanc. Donc c'était non, réponse B. Dans cette voie, je pourrais régler en espèces. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc pour savoir si dans cette voie on peut régler en espèces, il faut juste connaître la signification des pictogrammes. Donc celui qu'on voit partout en orange, le T, il fait référence au badge de télépéage. Il y a également le pictogramme blanc avec des cartes, donc qui indique tout simplement qu'on peut payer par carte. Et la flèche verte concrètement qui indique qu'on peut payer avec n'importe quel moyen de paiement. Si on résume un petit peu, la voie tout à gauche, je vais pouvoir payer uniquement avec le badge de télépéage. Ces 4 voies-là, je vais pouvoir payer par carte et avec le badge de télépéage, mais je ne vais pas pouvoir payer en espèces. Ces 2 voies-là, je vais pouvoir payer avec n'importe quel moyen de paiement. Donc la bonne réponse, c'était la A. Le bus en face roule à 70 km/h. Je peux donc le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on voit qu'on rentre dans une agglomération. De manière générale, quand on rentre dans une agglomération, on est limité à 50 km/h. Par contre, on voit un petit peu plus loin un panneau de limitation qui est fixé à 70 km/h. Donc à partir du panneau, uniquement à partir du panneau, je pourrais rouler à 70 km/h. Ceci étant dit, on a l'information sur le bus en face qui roule déjà à 70 km/h. Donc je ne vais pas pouvoir le dépasser sans faire d'excès de vitesse. Donc la bonne réponse, c'était non, réponse B. Consommer de l'alcool augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La caféine me permet de baisser mon taux d'alcoolémie. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, c'est bien connu, la consommation d'alcool augmente le temps de réaction, ça diminue notre capacité de concentration et ça altère notre perception du risque. Et il n'y a rien fondamentalement à part le temps qui est efficace pour baisser le taux d'alcoolémie. Donc la consommation de caféine ne fait pas baisser le taux d'alcool dans le sang. Les bonnes réponses étaient la A et la D. Je peux dépasser dans la situation 2 contrairement à la situation 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. À premier coup d'œil, on voit pas forcément de différence entre la situation 1 et la situation 2. C'est pour ça qu'il faut être assez attentif. Et là, l'unique différence entre la situation 1 et la situation 2, ça va être les flèches au-dessus justement de la route, donc la couleur des flèches. On voit que dans la situation 1, la voie du milieu, donc la flèche est verte, donc ça veut dire que je peux circuler dans cette voie. Par contre, dans la situation 2, la flèche du milieu est rouge, donc j'ai interdiction de circuler dans la voie du milieu. Donc forcément, je ne peux pas dépasser dans la situation 2. Par contre, dans la situation 1, je peux potentiellement dépasser. Donc il fallait bien faire attention à la tournure de la phrase. Je peux dépasser dans la situation 2 contrairement à la situation 1. Non. Par contre, je peux dépasser dans la situation 1
contrairement à la situation 2, ça aurait été vrai. Donc la bonne réponse, c'était non, réponse B. Je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais être limité à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on a un panneau d'interdiction de tourner à droite. Par contre, on a un feu tricolore de couleur vert juste en dessous. Donc on peut bien évidemment s'engager dans cette voie et aller tout droit ou aller à gauche. Est-ce qu'on va être limité à 30 km/h? Eh bien non, puisqu'on a un panneau de fin de zone 30. Donc ça veut dire qu'on va être limité à partir de ce panneau à 50 km/h. Donc les bonnes réponses étaient la A et la D. En augmentant ma vitesse, j'augmente également mon temps de réaction, réponse A, ma distance d'arrêt, réponse B, ma distance de freinage, réponse C, mes distances de sécurité, réponse D. Mon temps de réaction, a priori, devrait rester toujours le même, environ égal à 1 seconde, peu importe la vitesse du véhicule. Bien sûr, la vitesse va influer sur la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est la distance parcourue entre le moment où on va appuyer sur la pédale de frein et le moment où le véhicule va être totalement arrêté. La distance de freinage, tout simplement, ça va être le temps de réaction qui varie pas en fonction de la vitesse, comme on a dit, plus la distance d'arrêt qui, elle, varie en fonction de la vitesse. Donc forcément, la vitesse va avoir un impact sur la distance de freinage. Même chose pour les distances de sécurité. À partir du moment où la distance d'arrêt va être augmentée, je vais devoir augmenter mes distances de sécurité pour rester en sécurité lorsque la vitesse augmente. Donc les bonnes réponses étaient la B, la C et la D. Il s'agit du réservoir du liquide lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. En effet, rien de compliqué, il s'agissait bien du réservoir du liquide lave-glace. Oui, réponse A. L'application e-Constat est utilisable uniquement en France, elle n'est pas valable dans les autres pays de l'Union européenne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Depuis 2014 en France, on peut utiliser l'application e-Constat pour remplir un constat amiable entièrement en ligne sans avoir besoin de rédiger un constat amiable sur papier. Par contre, cette application est valable uniquement en France et pas dans les autres pays de l'Union européenne. Donc c'était oui, réponse A. Je suis prioritaire à l'entrée d'un carrefour à sens giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. En France, je ne suis jamais prioritaire à l'entrée d'un carrefour à sens giratoire. J'ai le marquage au sol, le céder le passage pour me le rappeler, que je dois obligatoirement céder le passage aux usagers venant de la gauche pour ensuite pouvoir m'engager dans le giratoire. Donc c'était non, réponse B. Je peux m'arrêter dans cette voie pour me reposer, réponse A. En cas de malaise d'un de mes passagers, réponse B. Pour consulter mon téléphone, réponse C. En cas de panne de mon véhicule, réponse D. On remarque qu'on est sur la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute. On le voit notamment avec les longues bandes sur le côté qui délimitent justement la bande d'arrêt d'urgence. Et sur cette bande d'arrêt d'urgence, je vais pouvoir m'arrêter uniquement en cas d'urgence, comme son nom l'indique. Donc en cas de panne de mon véhicule et aussi en cas de malaise d'un de mes passagers ou même de moi-même du conducteur. Les bonnes réponses c'était la B et la D. C'est déjà la fin de ce test, mets tout de suite ta note en commentaire et si tu as eu moins de 35 sur 40, pense à refaire le test d'ici quelques jours pour bien assimiler les réponses.
C'était un test plutôt difficile, bravo à toi d'être venu à bout de ce test. En tout cas, si tu veux vraiment réussir ton code, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description, répondre à 2-3 questions et récupérer tes ressources pour réussir ton code. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau test.